Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Elisabeth Fritzl. Son cauchemar aura duré 24 ans. Lorsque Elisabeth Fritzl est enfin libérée, le 27 avril 2008, le monde entier découvre avec horreur le calvaire qu'elle a enduré. Séquestrée dans la cave par son propre père, elle a subi privation et viol à quelques mètres seulement du reste de sa famille. 7 enfants sont nés de cet inceste sans que personne ne se rende compte de l'enfer qu'elle vivait. Comment ce père tortionnaire a-t-il pu cacher son terrible secret pendant aussi longtemps? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Nous sommes le 19 avril 2008. Une jeune fille est amenée à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort et présente des symptômes étranges. Les médecins ignorent de quelle maladie elle souffre. Pourtant, il y a urgence. Ils vont alors faire une étrange découverte. La jeune patiente ne figure pas dans les registres de l'état civil, comme si elle n'avait jamais existé. Les médecins sont face à une énigme. Qui est cette jeune femme dans un état désespéré? Pour le savoir, ils alertent la police et le mystère s'épaissit encore. Les enquêteurs découvrent que sa mère, une certaine Elisabeth Fritzl, a disparu depuis 1984. Face à cette situation hors du commun, la police ouvre une enquête sur une affaire qui a démarré 24 ans plus tôt. Tout commence le 28 août 1984 dans la petite ville autrichienne d'Amstetten, sur les bords du Danube. Une jeune fille de 18 ans disparaît mystérieusement. Elle s'appelle Elisabeth Fritzl. Elle ne laisse aucune explication et n'emporte ni effet personnel, ni papier d'identité. Sa famille essaie de la retrouver. Christine, sa tante, participe aux recherches. Ma sœur m'a dit qu'Elisabeth avait disparu. Mon mari de l'époque et moi, nous sommes allés à la gare et on a pris le train jusqu'à Amstetten. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. On regardait dans chaque station si elle n'était pas là. Parce qu'aujourd'hui, quand une fille disparaît, on la retrouve souvent chez les SDF. On l'a cherchée toute la nuit. Mais personne ne retrouvera Elisabeth. Ses parents, Joseph et Rosemarie Fritzl, signalent sa disparition au commissariat. Les policiers ouvrent une enquête. Où est Elisabeth? Pourquoi a-t-elle disparu du jour au lendemain? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune femme. Elle était très calme. Bien sûr, elle avait aussi ses moments de joie. Elle riait, elle s'amusait quand on faisait des bêtises ensemble. Christa Woldrich, amie d'enfance d'Elisabeth Fritzl. Mais chez elle, on remarquait qu'elle était réservée. Elle ne participait pas à tout. Elle était renfermée sur elle-même. Les enquêteurs vont faire une découverte qui va les mettre sur une piste. 2 ans avant sa disparition, Elisabeth a fait une fugue avec une copine. Une copine l'a accompagnée. Elles étaient jeunes. Elles voulaient de l'aventure. Joseph Leitner, locataire de Joseph Fritzl. Alors elles sont parties à Vienne. Mais comme elles étaient recherchées, la police les a retrouvées là-bas. Pourquoi Elisabeth s'est-elle enfuie? À l'époque, personne ne cherche vraiment à le savoir. Mais quand elle disparaît à nouveau, 2 ans plus tard, les enquêteurs sont persuadés que c'est une nouvelle fugue. Et un événement inattendu ne tarde pas à confirmer leur hypothèse. Quelques semaines après sa disparition, les parents d'Elisabeth reçoivent une lettre. Une lettre surgit quelques jours après la disparition du 28 août 1984. Morin Picard, journaliste.
Une lettre dans laquelle Elisabeth Fritzl dit qu'elle part, elle quitte le foyer familial, elle a rejoint une secte et il ne faut surtout pas essayer de la retrouver. Elisabeth serait donc partie dans une secte de son plein gré. L'enquête touche à sa fin. Pourtant, les policiers vont recueillir de nouveaux témoignages qui vont les laisser perplexes. Certains amis d'Elisabeth ne croient pas à cette histoire de secte. Dès le début, on a pensé qu'elle pouvait être partout, sauf dans une secte. Elle était peut-être partie quelque part avec quelqu'un. On a pensé plutôt à la Hollande, quelque part à l'étranger, mais jamais dans une secte. C'était exclu. Alors, où est la jeune femme ? Ces derniers témoignages sèment le doute dans l'esprit des policiers. Ils décident de poursuivre leurs investigations. Ils vont chercher à déterminer pour quelles raisons Elisabeth se serait enfuie. Pour le savoir, ils vont s'intéresser à la famille. Rosemary et Joseph Fritzl se marient en 1955. Ils ont alors une vingtaine d'années. Les Fritzl sont une famille classique de l'Autriche rurale, dans un village charmant et fleuri, Amstetten. Joseph Fritzl est le patriarche. Il a eu 7 enfants légitimes avec sa femme Rosemary. C'est un électromécanicien qui a fait fortune dans l'immobilier. Elisabeth est la 4e de ses 7 enfants. Peu après sa naissance, la famille s'installe dans le centre d'Amstetten, au 40 Ybbstrasse. Joseph Fritzl est un citoyen modèle, un voisin tranquille. Tout le monde l'appréciait. À Amstetten, au travail. Quand il sortait avec sa voiture dans le village, tout le monde le saluait. Salut, salut. Il était très bien vu. En apparence, les Fritzl forment une famille autrichienne sans histoire. Mais les enquêteurs vont vite découvrir qu'à la maison, Joseph Fritzl a un tout autre visage. Effectivement, Fritzl, s'il est connu pour être aimable dans le voisinage. Grégory Peytavin, journaliste. C'est quelqu'un qui, en fait, à la maison, est extrêmement autoritaire. Son épouse est totalement effacée, n'a pas voix au chapitre. Au début, il était assez gentil. Enfin, c'est ce dont je me rappelle. J'étais toute jeune à l'époque, mais il était encore agréable. Mais au fil des ans, avec les enfants, son comportement s'est détérioré. Selon tous les témoins, Joseph Fritzl est un homme violent et autoritaire. C'est surtout avec Elisabeth que les relations semblent conflictuelles. Quand elle n'allait pas bien ou qu'elle était de mauvaise humeur et qu'on lui demandait pourquoi, elle disait toujours « Tu sais que je ne peux pas en parler. Je n'ai pas le droit, sinon j'aurais des ennuis avec mon père. » Ou papa, comme elle disait à l'époque. Il l'emmenait toujours partout avec lui. Les autres enfants, il ne les emmenait pas partout comme ça. Mais Elisabeth, oui. Et il voulait toujours qu'elle soit à la maison. Il ne l'autorisait pas à avoir des amis ou un copain. Et il voulait qu'elle soit tout le temps chez elle. Ça, je le sais de ma sœur. Les policiers ont acquis une certitude. Ce père autoritaire pourrait être à l'origine de la disparition d'Elisabeth. Pour lui échapper, elle se serait enfuie dans une secte. Pourtant, les enquêteurs ne poussent pas les investigations plus loin. Et 1 an après sa disparition, l'affaire est classée. Mais 24 ans plus tard, coup de théâtre. Alors que plus personne n'attend des nouvelles d'Elisabeth, une jeune inconnue est amenée à l'hôpital. L'homme qui l'accompagne prétend qu'elle est la fille d'Elisabeth Fritzl. Une jeune fille de 19 ans arrive dans un état assez désespéré à cet hôpital. Elle est immédiatement placée en soins intensifs. Elle est prise de crampes terribles, elle est épileptique, elle est gravement malade. Elle est dans un état assez grave, elle souffre d'insuffisance rénale, d'insuffisance pulmonaire, elle est placée donc en réanimation. Kerstin présente des symptômes étranges, une pathologie que les médecins ne connaissent pas. Le corps médical est désemparé. Il suspecte une maladie génétique. Pour s'en assurer, les médecins cherchent alors ses antécédents médicaux sur le fichier national. Mais à leur grande surprise, la patiente n'y figure pas.
Immédiatement, ce qui attire l'attention des docteurs, c'est que cette femme n'a aucune existence légale, administrative, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de numéro de sécurité sociale, elle n'existe pas aux yeux de l'administration autrichienne. Kerstin est une inconnue pour l'administration. Pour en savoir plus, les médecins se tournent vers l'homme qui l'a amenée à l'hôpital. Il se présente comme son grand-père, mais il ne semble pas très coopératif. Le grand-père se manifeste par un comportement extrêmement déroutant. Il est très agressif, presque arrogant. Et surtout, il veut répondre aux moins de questions possibles. Il veut juste que les médecins de l'hôpital d'Amstetten soignent sa petite fille de manière à ce qu'elle puisse rentrer chez elle le plus vite possible. Les médecins sont stupéfaits. Pourquoi cet homme refuse-t-il de donner des informations qui pourraient sauver la vie de sa petite fille? Face à cette situation inhabituelle, ils préviennent la police. Les enquêteurs vont rester sans voix en découvrant à qui ils ont affaire. Le grand-père de Kerstin n'est autre que Josef Fritzl, le père d'Elisabeth Fritzl, cette jeune femme disparue il y a 24 ans. Et il va leur raconter une étrange histoire. Il affirme que Kerstin est la fille de sa propre fille Elisabeth, qui a disparu depuis 24 ans. Il dit avoir découvert donc Kerstin devant sa porte, avec un message de sa fille Elisabeth qu'il n'avait plus revue, lui demandant « Ma fille est malade, je ne peux pas m'en occuper, occupez-vous d'elle ». Les enquêteurs sont sidérés. Elisabeth, dont tout le monde est sans nouvelles depuis 24 ans, aurait déposé sa fille ce matin même devant la porte de ses parents. Et elle se serait volatilisée à nouveau. Pourtant, les médecins ont besoin de la retrouver au plus vite. Elle est la seule à pouvoir les informer sur les antécédents médicaux de Kerstin. Et le temps presse. La jeune fille est dans le coma. 2 jours après l'arrivée de Kerstin à l'hôpital, médecins et policiers décident de tenter le tout pour le tout afin de retrouver Elisabeth. Et ils passent un appel à témoins dans le journal de 20h. Qu'espérez-vous de cette médiatisation ? Je souhaite que la mère prenne contact avec nous. Nous espérons que ça va nous permettre d'avancer dans notre diagnostic. Cette médiatisation de l'affaire va payer. 5 jours plus tard, nouveau rebondissement. Celle que tout le monde recherche à travers tout le pays se présente aux urgences de l'hôpital. Elisabeth vient de réapparaître après 24 ans d'absence. Elle a désormais une quarantaine d'années et elle n'a plus rien à voir avec la jeune femme qu'elle était il y a 24 ans. Les médecins sont atterrés par son aspect. Elle est souffreteuse. Morin Picard, journaliste. Elle fait beaucoup penser à sa fille Kerstin, qui se trouve dans le même état, qui a la peau blanchâtre. Un aspect maladif qui inquiète les médecins. En plus, Elisabeth ne donne aucune explication sur ses 24 années d'absence. Face à cette situation invraisemblable, les médecins appellent les policiers. Elisabeth et son père, Josef Fritzl, sont conduits au poste pour être interrogés. Et ce qu'ils vont raconter va horrifier les enquêteurs et bientôt le monde entier. Il va falloir près de 5 heures pour que Elisabeth, qui est quand même menacée par les enquêteurs d'être accusée de complicité, de séquestration, d'actes graves, raconte la réalité. Une réalité terrifiante que les inspecteurs étaient loin de soupçonner. Elle déclare qu'elle n'a jamais été dans une secte, qu'elle est séquestrée depuis un triste jour de 1984 dans une cave. Et que Kerstin n'a jamais été dans une secte non plus, et que si elle est tombée malade, c'est qu'elle vit depuis sa naissance, 19 ans auparavant, dans cette cave avec sa mère. Elisabeth, que tout le monde croyait partie dans une secte, a en fait été kidnappée par son père à l'âge de 18 ans. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Elisabeth Fritzl est séquestrée depuis 24 ans dans la cave du domicile de son père. Et avec elle dans la cave se trouvent des enfants, tous mineurs. Ces enfants ont été conçus par inceste entre Josef Fritzl et sa fille Elisabeth. De ces viols sont nés 7 enfants, tous élevés dans la cave sous la maison familiale. L'histoire est tellement monstrueuse que dès le lendemain, elle fait la une de la presse. En ouvrant leurs journaux, les habitants d'Amstetten sont sous le choc.
Mon chef me dit, on a retrouvé la petite Fritzl. Elle était emmurée. Joseph Leitner, locataire de Joseph Fritzl. J'ai dit quoi? Emmurée? C'est impossible à imaginer. 24 ans dans une cave, enfermée, et des enfants en plus. Mais qui fait ça? C'est dingue. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des centaines de journalistes affluent dans la petite ville autrichienne. Joseph Fritzl est placé en garde à vue et mis en examen. Tout le monde veut savoir qui est l'homme qui a commis de telles atrocités sur sa propre fille. Joseph Fritzl naît en 1935. Très vite, ses parents se séparent. Sa mère, Maria Fritzl, l'élève seule, et elle n'est pas une mère très aimante. Sa mère était une femme très dure. Elle ne le voulait pas. Elle ne voulait pas d'enfant. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. Elle le frappait tout le temps. Elle ne l'aimait pas. Et je crois que la brutalité de sa mère, ça a cassé quelque chose en lui quand il était petit. Maria Fritzl ne s'occupe pas de son fils. Elle le laisse seul à la maison des heures durant. Et quand elle est avec lui, elle le maltraite. Il a raconté qu'elle était très impulsive. Adélaïde Kästner, expert psychiatre. Elle le punissait et elle le battait très souvent sans raison particulière. Elle se défoulait sur cet enfant lorsqu'elle était frustrée et ça arrivait souvent. Joseph Fritzl va faire des études et devenir ingénieur. Il se marie, mais une fois en couple, il va reproduire le schéma maternel et devenir tyrannique à son tour. Ses 7 enfants deviennent ses souffres-douleurs. Quand il rentrait du travail et que les enfants jouaient, il devenait calme tout d'un coup. Dès qu'il passait le pas de la porte, il n'y avait plus un bruit. Ils étaient tous assis, comme des petits lapins. Et pour n'importe quoi, vraiment pour n'importe quoi, il les battait. Tout était prétexte à leur taper dessus. Les enfants devaient toujours être calmes. Toujours. Fritzl n'est pas seulement un homme violent. Il entretient également un rapport malsain avec les femmes. Il a raconté que tout avait commencé quand il observait des couples dans des situations intimes, à travers des fenêtres ouvertes. Ensuite, il a commencé à aller dans des parcs pour suivre des femmes, en se masturbant, mais sans forcément qu'elles le voient ou qu'elles s'en rendent compte. À 32 ans, Fritzl franchit une nouvelle limite. Il suit une femme dans la rue et la viole, chez elle. Il écopera de 18 mois de prison. À l'époque, il est marié avec Rosemary depuis déjà 12 ans. Contre toute attente, son épouse ne lui tourne pas le dos. Et Rosemary va dire à la famille que Joseph Fritzl, en bon ingénieur, a dû partir pour un contrat à l'étranger et va revenir bientôt. Grégory Peytavin, journaliste. Là encore, on est dans le déni et elle se rebelle pas. Elle avait une occasion là pour se rebeller, elle ne l'a pas fait. C'est peut-être une des aussi fautives ou complices par passivité de cette histoire. Selon les experts, Fritzl est un pervers sexuel. C'est en sortant de prison qu'il commence à mettre sur pied un plan machiavélique. Il a déclaré qu'il était né pour violer. C'était donc clair pour lui qu'il devait trouver une autre solution pour satisfaire ce besoin en cachette, loin du regard des autres. L'audition de Fritzl dure 2 jours. 2 jours au cours desquels il avoue tout dans les moindres détails. Les enquêteurs découvrent avec stupeur un plan qu'il avait échafaudé minutieusement dès 1978, 6 ans avant d'enlever Elisabeth. Un plan qui commence par l'obtention d'un permis de construire. Construire un abri anti-atomique. On est en fin de guerre froide et en Autriche, il n'y a rien d'anormal à construire un abri anti-atomique dans son jardin. L'abri anti-atomique, c'est la version officielle. En réalité, Joseph Fritzl construit une maison souterraine dans laquelle il prévoit d'enfermer sa fille Elisabeth. Et personne ne se doute de rien, car Joseph Fritzl a un atout,
Il est ingénieur de formation. Je dois dire qu'en ce qui concerne l'électricité, l'électronique, la construction de machines, il faisait tout seul. Il pouvait construire une maison, par exemple. Tout ce que les entreprises de travaux font, il le faisait. Joseph Fritzl va construire une véritable forteresse juste en dessous de sa maison. Au moment où l'affaire éclate, le monde entier découvre avec horreur les plans de ce cachot dans les journaux. À la cave déjà existante, Joseph Fritzl rajoute un sas de sécurité. Puis il construit les 2 premières pièces. Au fil des années, la construction s'agrandit. Une chambre, une cuisine, une salle de bain, puis une 2e chambre. Et surtout, un système de sécurité redoutable. Au fond de la première pièce qui constitue la cave principale, il y a des étagères. Et ces étagères camouflent une porte pivotante. On est un peu dans un film. Elle s'ouvre sur une autre pièce qui est un sas, qui lui-même s'ouvre sur une autre porte qui ne s'ouvre que par l'extérieur. Et seul Fritzl connaît la combinaison. Il avait renforcé la porte avec du béton. C'était comme la porte d'un abri anti-atomique, qui résiste même contre les grenades. En fait, c'était vraiment un abri anti-atomique. Cette cave est une prison dont il est impossible de s'échapper. Après 6 années de travaux, son bunker est prêt. Il ne reste plus qu'à y attirer Elisabeth, sa fille de 18 ans. Le mercredi 28 août 1984, Fritzl passe à l'action. Il profite d'une absence de sa femme, Rosemary, pour mettre son plan à exécution. Une énième dispute éclate entre Joseph Fritzl et sa fille. Morin Picard, journaliste. Ce jour-là, Joseph Fritzl l'entraîne dans le garage, dans l'établi, à l'arrière de la propriété, et la chloroforme, puis lui passe des menottes. Quand Elisabeth Fritzl émerge de son coma, elle est dans un sous-sol, faiblement éclairé, elle est menottée. Joseph Fritzl abandonne Elisabeth dans son cachot. Elle est loin d'imaginer que son calvaire va durer 24 ans. Il faut dire que Joseph Fritzl a pensé à tout pour maquiller son crime. Le lendemain, perfide, il va témoigner auprès de la police et il va signaler la disparition d'Elisabeth. Et il joue le rôle d'un père éploré, un bon père de famille catastrophé, assurant que déjà il avait des doutes, que sa fille avait fugué et qu'elle a dû être enlevée par une secte. Il a mis en place un scénario qui accrédite sa thèse de disparition. Le piège préparé depuis de longues années se referme. Personne n'imagine que sous cette maison vit une jeune fille de 18 ans séquestrée par son père. Et personne n'imagine l'horreur de ce qui s'y passe. Au commissariat, les enquêteurs se demandent comment Elisabeth a réussi à survivre entre 4 murs pendant aussi longtemps. À quoi ressemblait son quotidien? Le récit qu'elle livre aux policiers est à peine croyable. Durant les 5 premières années de sa captivité, Elisabeth est seule. 5 longues années d'ennui et de souffrance. Son unique lien avec le monde extérieur, c'est son père, qui lui apporte de la nourriture et qui lui fait vivre un calvaire. Joseph Fritzl lui rend visite, une fois par jour, à la tombée de la nuit, et la viole, sans un mot. Il va la violer 3000 fois. C'est le chiffre qui a été établi par la police avec le témoignage d'Elisabeth. Et l'horreur continue. À 23 ans, Elisabeth s'aperçoit qu'elle est enceinte. Malgré les risques, Joseph Fritzl refuse qu'elle aille à l'hôpital. Il l'oblige à accoucher seule dans la cave. Joseph Fritzl lui a apporté, pour tout soutien médical, un manuel sur la grossesse et l'accouchement. Elle dispose d'une serviette, de quelques instruments médicaux au cas où il faudrait alléger certaines souffrances, et lui-même refuse de l'aider. Elisabeth accouche d'une petite fille, Kerstin, celle qui sera emmenée à l'hôpital 20 ans plus tard et par qui toute l'histoire sera découverte.
1 an plus tard, naît Stéphane, puis il y aura Lisa et enfin Monica. 10 ans après avoir été enfermée dans la cave, Elisabeth a déjà 4 enfants. Et ils ne sont pas seulement le fruit du viol. Ces enfants font aussi partie de la stratégie de Fritzl. Le but, c'est de posséder quelqu'un. Le pouvoir total sur quelqu'un. Il m'a dit que plus il aurait d'enfants avec elle, plus elle serait une valeur sûre pour lui. Adélaïde Kästner, expert psychiatre. Même s'il l'avait libérée, en tant que mère de 7 enfants, elle aurait toujours été à lui. Parce que qui aurait voulu d'une femme avec 7 enfants? Et puis on peut aussi dire, plus il y a de sujets, plus le maître a de pouvoir. Dans la cave, le quotidien se déroule tant bien que mal. Elisabeth Fritzl s'efforce d'offrir un semblant de vie à ses enfants. Dans son calvaire, Elisabeth est une mère extraordinaire. Elle instruit ses enfants, elle les couve, elle leur offre une affection débordante, elle leur apprend à lire et à écrire. Leur seule fenêtre sur le monde extérieur, c'est une télévision. Et c'est aussi leur bourreau, Joseph Fritzl. Il a descendu un oiseau dans la cave. Il y avait de la décoration. Il avait pensé à tout. Il leur a même descendu de la neige une fois, pour que les enfants voient à quoi ça ressemblait. Ils n'en avaient vu qu'à la télévision. Elisabeth subit les viols réguliers de son père. Elle tente comme elle peut de protéger ses enfants, car avec eux aussi, Fritzl se comporte comme un tyran. Joseph Fritzl dispose tout simplement d'un pouvoir de vie et de mort sur les occupants de la cave. Il leur dit que, à la moindre incartade, il fermera la porte à tout jamais. Et on verra bien combien de temps ils pourront survivre. Les années passent, les enfants grandissent. Dans la maison du dessus, Rosemary et ses 6 autres enfants ne s'aperçoivent de rien. Le plan de Joseph Fritzl fonctionne à merveille. Mais les premiers problèmes surviennent. Et Fritzl va franchir un nouveau pas dans l'horreur. En 1996, Elisabeth tombe à nouveau enceinte. Cette fois, elle attend des jumeaux et son accouchement se passe très mal. Le petit Michael, qui naît en 1996, qui est pris d'insuffisance respiratoire dès sa naissance et qui décède sans que personne ait pu s'occuper de lui, puisque Joseph Fritzl refuse de le faire hospitaliser, malgré les supplications de sa fille Elisabeth, qui le voit mourir devant elle. Hospitalisé à temps, Michael aurait sans doute survécu. Mais Fritzl ne veut prendre aucun risque. Alors il laisse l'enfant mourir, sans aucun soin, et il se contente de faire disparaître le corps. Il va l'incinérer dans une chaudière. Grégory Peytavin, journaliste. Et ce qui est épouvantable chez cet homme-là, c'est que finalement, il règle un problème, rien d'autre. Et Fritzl devra bientôt résoudre un autre problème. Avec toutes ces naissances, la cave devient trop petite. Fritzl imagine alors un nouveau scénario. Et encore une fois, personne n'y voit rien de suspect. Il va inventer un stratagème pour faire sortir certains enfants. Ça commence avec Lisa, qui est une petite fille qui écrit beaucoup. À 9 mois, Fritzl fait sortir Lisa de la cave et la dépose sur le pas de sa porte. C'est Rosemary, sa femme, qui va la découvrir. Un matin de bonne heure, ma sœur est sortie de la maison et elle a entendu un chouinement. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. Alors elle a regardé autour d'elle et elle a vu un gros carton. Et là, Lisa était dedans. Avec un mot d'Elisabeth, c'était son écriture, qui disait qu'il devait s'occuper de la petite et qu'on ne devait pas la chercher, que ça ne servait à rien. Sans le moindre scrupule, Joseph Fritzl fait adopter les enfants qu'il a eus avec sa propre fille par sa femme, Rosemary. Ainsi, ils accueillent Lisa, puis Monica et Alexander. Fritzl les fait sortir de la cave quelques mois seulement après leur naissance pour ne pas qu'ils puissent parler. Et il ne les choisit pas par hasard. La seule explication que Joseph Fritzl donnera par la suite aux enquêteurs, Morin Picard, journaliste. C'est qu'il a choisi entre les plus calmes et les plus bruyants. Les plus bruyants sortent de la cave.
Si Fritzl fait sortir les plus agités, c'est pour ne pas alerter les voisins. Ces 3 enfants vont vivre une vie presque normale dans la maison d'en haut. Une vie que Fritzl prend un malin plaisir à raconter à leurs frères et sœurs restés en bas dans la cave. Fritzl pousse le vice à donner quelques nouvelles des enfants d'en haut à leurs frères et sœurs qui vivent dans la cave. Alors il fait des photos des enfants que lui a élus quand ils font un barbecue dans le jardin, quand ils jouent au bord de la piscine l'été, et il montre ces photos aux autres enfants. 3 enfants sont à l'air libre, 3 autres toujours enfermés dans la cave. Et leur calvaire dure ainsi pendant de longues années, enfermés entre 4 murs sans voir la lumière du jour. Jusqu'à ce 19 avril 2008 où Kerstin tombe malade. Elisabeth parvient à convaincre son père de l'emmener à l'hôpital. Une semaine plus tard, elle le convainc à nouveau de la laisser se rendre au chevet de sa fille. La double vie de Joseph Fritzl s'arrête là. Les policiers vont libérer les enfants encore enfermés dans la cave. Aussitôt après les révélations d'Elisabeth Fritzl, les policiers foncent dans la maison d'Ypstrasse et libèrent Stéphane et Félix. Félix, le plus petit, a 5 ans. Dans la voiture qui l'emmène vers l'hôpital, Félix est glué à la fenêtre. Les policiers racontent que le petit garçon est fasciné par le spectacle du ciel, des arbres, des voitures qu'il croise sur la route. Il n'a jamais vu quelque chose d'aussi féerique. L'histoire des Fritzl est tellement ahurissante que les policiers ont du mal à y croire. Pendant des années, 7 personnes ont vécu à quelques mètres seulement sous la maison familiale. Comment ce drame a-t-il pu passer inaperçu? C'est ce que les policiers vont maintenant tenter de comprendre. Les enquêteurs s'aperçoivent rapidement que si Fritzl a réussi à cacher sa double vie, c'est parce qu'il avait imaginé un système quasiment infaillible. Pendant 24 ans, il a imposé à sa famille d'en haut des règles drastiques. Personne n'avait le droit de s'approcher de la cave, ni Rosemary, ni les enfants, et personne n'avait envie d'enfreindre ces consignes. Fritzl est très violent, leur fait peur, les menace, donc personne ne se risque à descendre dans la cave. La cave, c'est son domaine. Tout le monde le craignait, même ma sœur. Elle se faisait frapper tout le temps, tyrannisée. Elle était comme un chien soumis. J'ai jamais compris ça. C'était comme s'ils étaient tous ses prisonniers. La famille n'est pas la seule à devoir se plier aux règles du tyran. Pour se faire un revenu supplémentaire, Fritzl louait des chambres dans sa maison. Pendant les 24 ans de captivité d'Elisabeth, une centaine de locataires se sont succédés. Et personne n'a jamais rien remarqué. Mais le règlement était drastique. Il ne devait en aucun cas s'approcher de la cave ou du jardin situé juste au-dessus. Joseph Leitner a loué une chambre chez Fritzl pendant 4 ans. Une fois, je lui ai demandé « Monsieur Fritzl, est-ce que nous pouvons utiliser le jardin une belle journée comme aujourd'hui ?» Il a tout de suite répondu non. Joseph Leitner, locataire de Joseph Fritzl. Et que si jamais il se rendait compte qu'on avait été dans le jardin, il déciderait de résilier notre bail. C'était son domaine privé et c'était pareil pour la cave. Fritzl leur interdit même de posséder un animal de compagnie. Joseph Leitner a osé enfreindre cette interdiction et son chien a peut-être été le seul à se douter de quelque chose. Souvent, quand je regardais la télévision, je baissais le volume parce que les murs étaient très fins. Et régulièrement, les oreilles de mon chien se dressaient. Et il commençait à aboyer ou à grogner très doucement. Et je lui disais « Mais Sam, qu'est-ce qui se passe? Arrête, j'ai regardé dehors, il n'y a rien. » Mais ça se passait très souvent. C'était presque tous les jours. Peut-être qu'il sentait vraiment quelque chose. Les chiens sentent ça. Ils ont du flair. Joseph Fritzl passe ses journées à cacher la vie de sa famille clandestine. Pour ne pas être démasqué, il fait des kilomètres pour jeter leurs poubelles ou pour aller faire des courses. Donc il se rend à l'opposé d'Amstetten dans un supermarché totalement anonyme. Il va faire des courses, il achète des couches pour les enfants, il achète de la nourriture. Il se rend dans des pharmacies, acheter de l'aspirine parce que c'est la seule chose auquel ils ont droit. C'est quelqu'un qui finalement cloisonne tout dans sa journée, dans sa vie.
La vie d'en haut, les courses pour la vie d'en haut, et puis après les courses beaucoup plus loin pour la vie d'en bas. Et il leur amène tout cela en cachette le soir venu quand il n'y a plus personne qui est éveillé dans l'immeuble. Fritzl va aussi bénéficier d'une certaine défaillance du système administratif. À l'époque, la famille qui a adopté légalement les 3 enfants de la cave reçoit régulièrement la visite des services sociaux. Mais curieusement, ils n'ont pas l'idée de poser des questions sur l'origine de ces enfants. La responsabilité des services sociaux va être totalement occultée pendant l'enquête. L'argument invoqué par l'administration tient simplement au fait que, comme dans toutes les administrations de tous les pays, les services sociaux sont en surcharge. Il y a un manque d'effectifs criant. Et somme toute, Joseph Fritzl a bien ficelé son affaire. Il a fait signer ses lettres de sa fille, de la main de sa fille, et qui donne admirablement le change aux services sociaux qui ne voient pas le mal là où ils auraient dû le trouver. Pendant 24 ans, Fritzl s'est montré d'une intelligence démoniaque. Démasqué, il va maintenant devoir s'expliquer devant un tribunal. Les juges et le monde entier attendent de voir celui que l'on appelle désormais le monstre d'Amstetten. Le procès s'ouvre le 16 mars 2009 à St. Pölten, à une centaine de kilomètres de Vienne. Joseph Fritzl arrive à l'audience escorté par une dizaine de policiers et caché derrière ce classeur. Il est poursuivi pour viol, inceste, séquestration, esclavage et meurtre. Il risque la peine maximale, la prison à perpétuité. 2 ans seulement après l'affaire Kampusch, les yeux du monde entier sont à nouveau braqués vers l'Autriche. L'Autriche est devenue le pays des caves. Les tabloïds anglais et allemands s'en donnent à cœur joie. Morin Picard, journaliste. Joseph Fritzl doit être condamné, si possible, à perpétuité, et si possible, faire en sorte que Joseph Fritzl disparaisse à tout jamais de la société. De nombreux journalistes viennent couvrir cette affaire. Seule une centaine d'entre eux, triés sur le volet, a le droit d'assister à l'audience. Morin Picard faisait partie de ceux-là. Ce premier jour de procès reste gravé dans sa mémoire. Joseph Fritzl lève les yeux et balaye la salle du regard. Et nos regards se croisent. À l'instant où nos regards se croisent, je comprends qui est vraiment Joseph Fritzl. Son regard est perçant, franchement intimidant, glaçant même. Et il y a une raison pour laquelle Joseph Fritzl balaye la salle du regard. Il a entendu dire que Elisabeth pourrait se trouver dans l'assistance pour entendre son père et voir comment il va réagir. Il veut croiser le regard de sa fille. Elisabeth était-elle présente dans le public ce jour-là? Certains affirment que oui. Elle n'a pas été entendue à l'audience pour la protéger. Son témoignage a été filmé. Seuls les jurés et l'accusé visionneront les 11 heures de récit de son calvaire. Joseph Fritzl, lui, se montre inébranlable. Il a préparé sa défense. Et ses arguments laissent les jurés sans voix. On sait peu de choses sur la défense de Fritzl. Grégory Peytavin, journaliste. Il y a la première version qui est celle de ses premiers mensonges, c'est-à-dire ma fille est une droguée, il fallait absolument que je l'empêche de fuguer, d'avoir des mauvaises fréquentations. Donc je l'ai enfermée d'abord pour la protéger d'elle-même. Certes, enfin il l'a violée. Il a eu 7 enfants avec elle. Donc là, on est dans des actes de barbarie. C'est plus la même chose. Le procès s'annonce tendu. Joseph Fritzl reste imperturbable. Mais c'est l'audition du témoignage d'Elisabeth qui va tout faire basculer. Joseph Fritzl, contre toute attente, s'effondre moralement en découvrant le témoignage vidéo de sa fille. Le monstre prend conscience des actes qu'il a commis. Joseph Fritzl s'excuse de ce qu'il a infligé à sa famille et il accepte la pleine responsabilité de ses actes. L'interview et l'audition des différents témoins et experts est évacuée, expédiée par le juge en charge du procès et le verdict tombe au 4e jour. Joseph Fritzl est condamné à réclusion à perpétuité. Joseph Fritzl ne fera pas appel.
Mais une question subsiste à l'issue du procès. Comment Rosemary, son épouse, a-t-elle pu ignorer pendant 24 ans le drame qui s'est joué sous ses pieds? Le mystère reste entier. Ni elle, ni aucun membre de la famille ne seront appelés à la barre. Rosemary était-elle complice? Rosemary a-t-elle été dupée pendant toutes ces années par son propre mari? Je crois que Rosemary était une femme soumise, qu'elle vivait dans une peur permanente, probablement menacée de mort à la moindre occasion par son mari, et que toutes ces années, elle a filé doux. Dans cette famille, tous en voudront toujours aussi à leur mère, parce que c'est évident qu'elle connaissait les pulsions de son mari, elle savait très bien ce qu'il a fait. En tout cas, elle ne pouvait pas ne pas penser que Elisabeth avait cherché à fuguer sa famille pour rien, uniquement parce que c'était une adolescente un peu turbulente. Donc par passivité, par soumission, peut-être par statut social, elle n'a rien dit. Mais elle est complice. Ma sœur vivait pour les enfants, uniquement pour les enfants. Elle a été victime physiquement et mentalement. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. Elle n'a pas été épargnée. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que ma sœur a dédié sa vie aux enfants. C'est impossible qu'elle ait su. Impossible. Elle n'a jamais pensé qu'Elisabeth était dans la cave, qu'il la gardait là où ils avaient interdiction d'aller. Rosemary n'a-t-elle rien su ou a-t-elle fermé les yeux, terrorisée par un mari tyrannique? Quoi qu'il en soit, elle a été disculpée par l'enquête de police et aussi par sa fille, Elisabeth. Joseph Fritzl est incarcéré à la prison de Krems. En vertu de la loi autrichienne, il sera libérable en 2024. Il aura alors 89 ans. Après leur sortie de la cave, Elisabeth et ses 6 enfants ont passé 1 an dans une clinique pour réapprendre à vivre normalement, apprendre à courir, à rire, apprendre la pluie et le soleil, apprendre à vivre libre. Ils habitent aujourd'hui dans un endroit tenu secret. Elisabeth Fritzl et ses enfants ont toujours refusé d'être exposés dans les médias. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Il y avait cette pluie fine, presque imperceptible, qui tombait sur les toits rouillés de la vieille ville de province, et dans cette atmosphère saturée de brume, un secret dormait depuis 12 ans, enfermé derrière les murs d'une maison que le temps avait presque oubliée. Le matin du 14 septembre 2005, personne ne savait que ce jour-là serait le début d'une disparition qui entrait toute une communauté. La maison, une bâtisse ancienne aux fenêtres teintées de poussière, semblait respirer une tranquillité trompeuse, et pourtant, à l'intérieur, le souffle de l'horreur était sur le point d'être enfermé à jamais dans le silence. Les voisins avaient vu la silhouette du propriétaire, un homme d'une 50aine d'années, marcher lentement dans la cour, sa démarche lourde et incertaine, comme si chacun de ses pas pesait le poids d'un secret qu'il ne pouvait confier à personne. Le soleil n'éclairait plus la façade, et les arbres alentours, dépouillés de leurs feuilles, se balançaient dans le vent, projetant des ombres sinistres sur le sol craquelé. Les premières heures de la disparition furent marquées par une confusion palpable. La police locale, habituée au cambriolage et aux querelles de voisinage, se retrouva confrontée à un vide incompréhensible. Aucune trace d'effraction, aucune bagarre, rien qui puisse expliquer la soudaineté du silence qui régnait dans la maison. Les enquêteurs, armés de lampes torches et de carnets, pénétrèrent dans chaque pièce, chaque recoin, chaque placard. Le parquet grinçait sous leurs pas, révélant des fissures anciennes et des traces d'usure que seul le temps peut laisser. Mais c'était autre chose qui inquiétait, un frisson invisible, la sensation que quelque chose d'indicible avait eu lieu ici, et que chaque objet, chaque meuble, portait encore les échos d'une présence disparue. Sur le bureau, des papiers griffonnés, des lettres froissées,
Un journal intime ouvert à une page indiquant la date exacte de la disparition, comme si quelqu'un avait tenté de laisser un message au futur. Dans le salon, les rideaux étaient tirés, laissant filtrer une lumière diffuse sur les murs jaunis par les années. Un vieux fauteuil, marqué par les années, semblait attendre le retour de son occupant. La table de la cuisine portait encore les traces d'un café renversé, séché en une tache brunâtre qui racontait la précipitation d'un départ jamais expliqué. Les policiers notaient en chaque détail, conscients que parfois, le diable se cache dans les détails les plus insignifiants. Chaque objet, chaque papier, chaque odeur était un témoin silencieux de l'histoire qui s'était déroulée ici, et la lenteur des premières investigations donnait au mystère un poids encore plus oppressant. Les jours suivants, l'enquête prit une tournure plus méthodique. Les détectives interrogeaient les voisins, questionnaient les commerçants du quartier, retraçaient les déplacements du propriétaire disparu. Mais plus ils creusaient, plus le voile de mystère s'épaississait. Les témoignages se contredisaient, les souvenirs semblaient s'effacer sous le poids du temps. Une vieille voisine se souvenait avoir vu le propriétaire parler à un inconnu dans la ruelle la veille de sa disparition. Un facteur rapportait avoir livré une lettre sans nom qu'il avait trouvée dans la boîte aux lettres et dont l'enveloppe avait disparu depuis. Chaque détail, aussi infime soit-il, devenait un fil sur lequel l'enquête devait se suspendre, avec la crainte qu'un faux pas ne fasse tout tomber. Puis, une découverte inattendue changea la donne. Derrière une plinthe du salon, un petit espace caché révélait un papier griffonné, plié avec soin. Les lettres, tracées à la hâte, mais avec une clarté étonnante, semblaient trembler sur la page. Si vous lisez ceci, il est déjà trop tard. Cherchez dans la cave. Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Pour la première fois depuis des jours, les enquêteurs ressentirent un mélange de frissons et d'urgence. La cave, sombre et humide, recelait peut-être la clé de ce mystère qui avait défié le temps et la mémoire collective. Lorsque la porte de la cave fut ouverte, une odeur de renfermé s'échappa, et la lumière des torches révéla des murs humides, des caisses poussiéreuses, des traces de pas anciennes et un ensemble d'objets qui semblaient figés dans le temps. Chaque caisson, chaque coffre, chaque boîte racontait une histoire silencieuse. Une vie interrompue, un secret enterré et surtout un message à déchiffrer. Les enquêteurs comprirent que ce n'était pas seulement la disparition d'un homme, mais une énigme complexe, tissée de peur, de calcul et de manipulation, et que chaque élément matériel pourrait révéler des vérités longtemps cachées. L'exploration minutieuse des lieux permit de découvrir un passage secret, dissimulé derrière une vieille armoire. L'ouverture révéla un compartiment étroit, à peine suffisant pour contenir un corps, où l'obscurité semblait s'être accumulée comme une substance palpable. Les détectives, habitués aux scènes de crime, sentaient pourtant que ce lieu était particulier, presque sacré dans sa capacité à enfermer le temps et la mémoire. Le corps du propriétaire fut retrouvé, figé dans une immobilité silencieuse, accompagné d'objets personnels, dont des lettres et des photos qui semblaient témoigner d'une vie surveillée, tracée et manipulée par une main invisible. Les analyses scientifiques commencèrent immédiatement. Les empreintes, les fibres, les traces ADN, tout était passé au crible. Mais plus que la technique, c'est l'histoire humaine derrière ces indices qui fascinait les enquêteurs. La peur ressentie, les gestes calculés, les tentatives de laisser des indices pour que peut-être, un jour, quelqu'un comprenne. Les psychologues impliqués dans l'affaire analysaient le comportement du disparu dans ses derniers instants en reconstruisant les émotions, les hésitations, les espoirs et la terreur qui avaient accompagné ces derniers jours. Les journalistes accoururent dès que la nouvelle fut confirmée, mais la ville entière semblait retenir son souffle. Chaque habitant savait que cette disparition, cette cachette oubliée, racontait une vérité plus large sur la fragilité humaine, la solitude et le silence imposés par des forces invisibles. Les débats sur les motivations, les responsabilités et les complicités potentielles s'intensifièrent, mais au cœur de tout restait l'image d'un homme isolé, dont la fin tragique avait été consignée dans des murs et des papiers que seule la persévérance pouvait révéler. L'enquête se concentra sur la période précédant la disparition, retraçant les interactions avec voisins, collègues et proches. Un motif commençait à émerger, jalousie, rancune et une obsession ancienne qui avait transformé la vie du disparu en un théâtre de contrôle invisible. Les détectives examinèrent les courriels, les appels téléphoniques et les rares visites chez des proches. Chaque élément s'imbriquait dans un puzzle complexe où la logique humaine semblait parfois insuffisante pour comprendre l'ampleur de la manipulation.
Les experts en criminologie mirent en lumière la minutie avec laquelle le crime avait été orchestré. La cachette dans la cave, le compartiment secret, le choix des lettres et des messages implicites, tout indiquait une planification méticuleuse. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'un calcul, patient, cruel, qui avait permis de maintenir le secret pendant 12 années complètes. Les enquêteurs, pourtant habitués à des affaires difficiles, ressentirent un mélange d'effroi et de fascination devant la précision presque mécanique du processus. La lecture approfondie des lettres et des notes retrouvailles permit de comprendre que le disparu avait tenté de communiquer indirectement, de laisser des indices, des messages codés pour ceux qui viendraient après lui. Chaque mot, chaque phrase, chaque rature témoignait de la lutte pour rester vivant dans l'invisibilité, de l'espoir que justice serait un jour rendue. L'analyse graphologique permit de dater précisément certains passages et de reconstruire la séquence des événements jour par jour, révélant une lutte silencieuse contre une force qui le surveillait et le contrôlait. Les enquêteurs confrontèrent ensuite les témoignages avec les indices matériels, révélant des contradictions, des mensonges et des vérités partielles, mais chaque vérification rapprochait l'histoire d'une cohérence terrifiante. Le corps retrouvé ne racontait pas seulement l'horreur de la mort, mais aussi la dignité et le courage de celui qui, même dans la peur, avait cherché à laisser une trace, à dire « Je n'ai pas disparu sans qu'on sache ». À mesure que le puzzle se complétait, le portrait du criminel émergea, une personne méthodique, obsédée par le contrôle, capable de planifier sur de longues années. Les enquêteurs étudièrent les habitudes, les déplacements et les relations passées. Chaque connexion révélait un motif, rancune professionnelle, jalousie amoureuse et une volonté de laisser derrière soi un mystère que personne ne pourrait résoudre sans une perspicacité exceptionnelle. La psychologie du crime révélait une combinaison de froideur et d'intelligence, rendant le criminel à la fois humain et monstrueux. La découverte finale fut orchestrée par un ensemble de preuves convergentes, le corps, les lettres, les objets, les témoignages et les analyses scientifiques. La mise en corrélation des éléments permit de reconstituer la séquence exacte des événements. Chaque détail prenait une signification, chaque objet retrouvait un rôle précis dans la chronologie du crime. Le passé et le présent se rejoignaient dans une révélation complète, montrant que même après 12 ans, la vérité pouvait éclater avec une force terrifiante. Le procès révéla au public la complexité de l'affaire, la minutie du crime et l'intelligence froide derrière la dissimulation. Les familles du disparu trouvèrent une forme de soulagement, conscients que le mystère avait été élucidé, que le courage du disparu n'avait pas été vain et que la persévérance, la technologie et l'intuition avaient permis de rendre justice. L'histoire laissait un mélange d'effroi et de méditation sur le destin, la fragilité humaine et la justice, rappelant que même les secrets les mieux cachés finissent par émerger, et la pluie fine de ce matin de mars 2003 transformait les rues pavées de la petite ville en un miroir terne, reflétant une lumière grise, presque glauque. Les gouttes frappaient les toits de tuiles et s'écoulaient sur les façades ternies des maisons anciennes, donnant à la ville un air de secret lourd, palpable, comme si chaque pierre retenait des murmures que personne ne voulait entendre. C'est dans ce décor silencieux et humide qu'Alice, 19 ans, disparut. Une silhouette fragile, pleine de vie et d'innocence, envolée en quelques heures, laissant derrière elle un vide impossible à combler. Les premiers instants furent confus. Sa mère, inquiète, avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Son portable restait muet. Ses amis, habitués à son rire constant et à ses retours tardifs du lycée, ne purent que constater sa disparition avec une angoisse grandissante. Les policiers, alertés, pénétrèrent dans son appartement avec cette prudence particulière que requiert chaque disparition, conscients que derrière une porte fermée peut se cacher l'inattendu, le tragique, l'irréversible. Chaque pièce fut fouillée avec minutie. La chambre, figée dans une routine quotidienne, ne révélait rien d'anormal à première vue. Le lit défait, les livres sur la table de chevet, les posters sur les murs, tout semblait en place, sauf un détail troublant. La valise d'Alice, soigneusement rangée mais verrouillée, comme si elle avait prévu un départ imminent. Sur le bureau, quelques lettres et un journal intime témoignaient de pensées intimes, de rêves adolescents, mais aussi d'inquiétudes qu'elle n'avait jamais exprimées à voix haute. L'air dans la pièce semblait saturé d'une tension invisible, et chaque pas des enquêteurs résonnait comme un écho dans un monde où le temps s'était figé. Les voisins furent interrogés avec patience, car souvent, ce sont les petites observations qui révèlent de grands secrets. Une femme âgée, installée derrière sa fenêtre embuée,
se souvenait d'une voiture sombre garée tard dans la rue quelques jours avant la disparition. Un facteur évoquait une livraison inhabituelle, un colis non signé que la jeune fille aurait reçu. Chaque témoignage, même fragmentaire, devenait un fil que l'enquête devait tisser avec précision, sachant qu'une seule erreur pouvait effacer la vérité et prolonger l'angoisse. Que la mémoire des victimes peut triompher du silence et de l'oubli. Les premiers jours de l'enquête furent lents et frustrants. Aucune effraction, aucune lutte visible, rien qui puisse expliquer la disparition d'une jeune fille aussi vive et consciente. Les enquêteurs concentrèrent leurs efforts sur les relations d'Alice, amis, collègues, professeurs, proches de la famille. Chacun racontait des histoires banales, des conversations insignifiantes, mais sous cette banalité se cachaient des indices précieux, des conflits mineurs, des regards insistants, des inquiétudes jamais partagées. La psychologie des disparitions était parfois plus complexe que la logique matérielle. Il fallait comprendre non seulement les faits, mais l'état d'esprit, les pressentiments, les petits signes que la victime avait laissés derrière elle, consciemment ou non. C'est dans la valise, finalement ouverte avec précaution, que les enquêteurs trouvèrent un indice inattendu. Un vieux journal, aux pages jaunies, griffonné de manière irrégulière mais d'une clarté frappante. Chaque ligne, chaque rature, chaque mot semblait murmurer un avertissement. « Si quelqu'un lit ceci, cherchez dans les environs de la vieille usine », écrivait Alice, avec une urgence qui glaçait le sang. Le journal ne révélait pas seulement sa vie quotidienne, mais aussi des observations inquiétantes, des inquiétudes sur des comportements suspects autour d'elle, des détails que personne n'avait pris au sérieux. L'adrénaline monta parmi les enquêteurs, un indice matériel, tangible, concret, capable de guider l'enquête vers la vérité après des heures de vide et de silence. En parallèle, les médias commencèrent à relayer la disparition. Les journaux locaux, les radios et les premiers forums Internet transformèrent l'histoire d'Alice en énigme publique. Les rumeurs, les hypothèses et les conjectures se multipliaient, parfois absurdes, parfois justes, mais toujours alimentant la tension. La police dut gérer non seulement l'enquête, mais aussi l'opinion publique, consciente que la moindre fuite pouvait compromettre l'intégrité de la recherche et la sécurité de la jeune fille. Chaque indice devait être analysé avec rigueur, car même un détail anodin pouvait être la clé pour comprendre ce qui s'était passé. Les investigations menèrent rapidement à la vieille usine abandonnée mentionnée dans le journal. L'endroit, désert depuis des années, semblait absorber la lumière et le son, transformant chaque pas en un bruit amplifié, inquiétant. Des murs tagués, des fenêtres cassées, des machines rouillées formaient un décor digne des films noirs où chaque recoin pouvait cacher un secret. Les enquêteurs progressaient lentement, observant, notant, photographiant. C'est alors qu'un fragment de tissu accroché à une grille ou un petit objet tombé derrière une poubelle éveilla leur attention. Le journal d'Alice avait prédit l'importance de ce lieu, et maintenant, chaque détail semblait confirmer que quelqu'un avait utilisé l'usine comme repère ou cachette. L'examen minutieux de l'usine révéla des traces récentes, des pas, des déchets alimentaires, des emballages indiquant une présence humaine prolongée. Les enquêteurs, en traquant ces indices, commencèrent à dresser un profil. Un individu méticuleux, capable de contrôler ses gestes et de prévoir chaque mouvement pour ne pas laisser de traces. L'atmosphère oppressante du lieu intensifiait l'angoisse, et l'enquête devint autant d'une course contre le temps qu'une analyse de la psychologie d'un criminel intelligent et organisé. Chaque salle visitée, chaque mur examiné, chaque objet trouvé pouvait être le pivot de la résolution de l'affaire. Pendant ce temps, les proches d'Alice vivaient un cauchemar silencieux. Sa famille oscillait entre désespoir et espoir, revivant chaque moment passé avec elle et cherchant à comprendre ce qu'ils avaient manqué. Les enquêteurs comprenaient que leur rôle n'était pas seulement de retrouver Alice, mais aussi de donner un sens au chaos émotionnel qu'une disparition provoque, de relier les fragments d'une vie brisée pour offrir une forme de justice, même si la vérité restait cruelle et impitoyable. La percée survint lorsque la valise du suspect fut localisée. Un homme dans la trentaine, déjà connu des forces de l'ordre pour des délits mineurs mais jamais impliqué dans une affaire grave, avait laissé traîner sa négligence. Le journal d'Alice, soigneusement dissimulé mais jamais détruit, était resté parmi ses effets. La confrontation entre les enquêteurs et le suspect fut méthodique, presque chirurgicale. Chaque question, chaque silence, chaque hésitation analysée avec minutie. La psychologie du suspect commençait à se dévoiler.
arrogance, manipulation et un calcul froid, révélant que la disparition n'était pas un acte impulsif, mais planifié avec précision. L'examen du journal confirma les détails précédemment notés. Des descriptions, des observations, des incidents mineurs que seul un esprit attentif aurait compris comme des avertissements. La lecture approfondie permit de reconstruire les derniers jours d'Alice, ses routines, ses déplacements, ses rencontres et surtout sa perception d'un danger imminent. Le journal ne contenait pas seulement des mots, mais un récit silencieux de résistance et de lucidité face à la menace. Chaque page était un témoignage, un effort pour être entendue et comprise, même dans l'adversité la plus extrême. Les analyses supplémentaires révélèrent des preuves matérielles liant le suspect à la disparition. Fibres, empreintes digitales et traces ADN corroborèrent la séquence d'événements que le journal suggérait. L'enquête ne laissait plus de place au doute. Alice avait été suivie, manipulée et finalement retenue par cet individu dans une logique de contrôle et d'isolement absolu. La minutie et la froideur du crime étaient à la fois terrifiantes et fascinantes, démontrant comment la psychologie humaine peut être exploitée pour imposer silence et disparition. La lecture des lettres et des notes retrouvées permettait également de comprendre le courage d'Alice. Même confrontée à un danger imminent, elle avait tenté de laisser des indices, de guider ceux qui viendraient après elle, comme si elle savait que la vérité devait émerger, coûte que coûte. Chaque mot était une voix qui traversait le temps, reliant la victime aux enquêteurs et aux familles, et donnant un sens à l'horreur vécue. Les confrontations avec le suspect se multiplièrent. Les enquêteurs employèrent des techniques psychologiques, cherchant à provoquer des contradictions, à observer les réactions, à déceler des signes de culpabilité. Les moments de silence étaient tout aussi significatifs que les réponses. Chaque hésitation, chaque micro-expression révélait un fragment de la vérité. La tension atteignait son paroxysme lors des interrogatoires nocturnes, où l'obscurité et la fatigue accentuaient la pression sur le suspect, rendant visibles des failles auparavant invisibles. Le profilage criminel révéla un individu méthodique, habile, capable de planifier sur plusieurs jours, voire semaines, mais dont le besoin de reconnaissance et le mépris pour les autres finirent par créer les fissures qui permettaient à la vérité d'émerger. L'interaction entre l'enquête, les preuves et la psychologie du suspect formait une danse complexe où chaque mouvement pouvait révéler ou dissimuler des fragments de la réalité. La récupération complète des indices permit de reconstituer la disparition d'Alice dans ses moindres détails. Les lieux visités, les interactions avec le suspect, les messages codés dans le journal et les preuves matérielles formèrent un récit cohérent et terrifiant. L'enquête révéla que le crime avait été exécuté avec une précision calculée, mais qu'une faille, aussi minime soit-elle, avait permis à Alice de laisser une trace. Cette combinaison de courage, d'intuition et de persévérance des enquêteurs permit enfin de relier chaque élément et de comprendre l'étendue de la planification criminelle. Le procès du suspect transforma l'histoire en un spectacle de révélation et de justice. Les proches d'Alice purent, pour la première fois, écouter le récit complet, comprendre la logique du crime et constater que le courage et la lucidité de la victime avaient permis de révéler la vérité. La ville entière fut marquée par cette affaire. La mémoire d'Alice, son journal et le travail acharné des enquêteurs démontraient que même après des années de silence, la justice et la vérité peuvent triompher. L'histoire laisse un mélange de frissons, de réflexion et de méditation sur le destin, la vulnérabilité humaine et la puissance de la persévérance et de l'intuition face à l'ombre de la criminalité. Le vent d'octobre soufflait avec une violence inhabituelle sur les rues pavées de la ville, emportant avec lui des feuilles mortes qui tourbillonnaient comme des fantômes muets. Le bruit de la pluie frappant les vitres de la banque centrale résonnait dans le hall désert, résonance étrange et solitaire, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Ce matin-là, Claire Dubois, 32 ans, employée modèle, ne franchit jamais le seuil de la banque pour laquelle elle travaillait depuis 10 ans. Son absence fut remarquée immédiatement. Les collègues, d'abord perplexes, crurent à un retard, mais lorsque midi sonna et qu'aucune nouvelle n'arriva, une inquiétude sourde s'installa. Le téléphone sonna dans le bureau du directeur, les messages s'accumulèrent, tous sans réponse. La disparition n'était pas seulement inquiétante, elle était anormale, radicale, et annonçait la tempête qui allait suivre. L'enquête débuta par les gestes habituels. Interrogatoire des collègues, vérification des caméras de sécurité, inspection des archives personnelles de Claire. Tout semblait en ordre à première vue.
Les tiroirs étaient parfaitement rangés, son ordinateur verrouillé, ses dossiers intacts. Rien ne suggérait une lutte ou un départ précipité. Mais dans ce calme apparent, chaque détail devenait crucial. Une tasse laissée sur le bureau, une photo légèrement déplacée, un dossier ouvert mais non lu, chaque indice potentiel se dressait comme un point lumineux dans l'obscurité. Les enquêteurs savaient que le moindre élément pouvait révéler la vérité derrière ce silence inquiétant. La famille de Claire fut contactée immédiatement. Les parents, dévastés, décrivaient une fille rigoureuse, aimante, mais discrète, comme si sa vie privée appartenait à un monde secret que personne n'avait jamais pu pénétrer. Ses amis évoquaient des conversations banales, des week-ends tranquilles, et parfois des remarques à peine perceptibles sur des comportements suspects autour de la banque. Tout le monde semblait retenir quelque chose, consciemment ou non, mais aucun détail n'avait été jugé important à l'époque. L'enquête se transforma alors en une quête minutieuse de mémoire et de psychologie, où chaque témoignage devait être analysé avec soin, chaque incohérence devenait potentiellement un signal. L'attention se porta sur les emails professionnels de Claire. La technologie était encore moins intrusive en 2003 qu'aujourd'hui, mais chaque message, chaque destinataire, chaque envoi devenait un fil à tirer. Le problème, c'était que l'email crucial avait été supprimé, effacé d'une manière qui semblait définitive. Les experts en informatique furent appelés, conscients que parfois les traces numériques restent malgré tout, invisibles pour l'œil nu, mais récupérables pour ceux qui savent chercher dans les zones d'ombre. Le centre de traitement des emails révéla finalement un fragment presque imperceptible, un message effacé, non récupérable par les moyens traditionnels, mais renaissant grâce à des techniques de récupération avancées. Le contenu était bref, presque banal. Une mention d'un rendez-vous avec un client insistant, un échange sur une transaction inhabituelle et une inquiétude voilée exprimée par Claire. Le ton semblait neutre, mais la police y décela immédiatement une tension sous-jacente. Ce message, perdu dans l'océan numérique, allait devenir le fil conducteur de l'enquête. Chaque indice conduisit à un suspect potentiel. Clients réguliers, collègues, personnes ayant accès à la banque. La psychologie du criminel commença à se dessiner. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'une planification réfléchie, utilisant le milieu professionnel comme couverture. L'angoisse des enquêteurs s'intensifiait, car chaque minute passée sans réponse accentuait l'horreur de l'inconnu. Ils savaient que derrière le silence de Claire se cachait une vérité que personne n'avait encore osé affronter. Les caméras de sécurité révélèrent des détails imperceptibles à première vue. Une silhouette à l'allure banale entrant dans le hall peu avant l'arrivée de Claire, des mouvements discrets dans le parking, des gestes furtifs autour des machines habillées. L'ombre se mouvait avec précaution, méthodiquement, comme un prédateur invisible. La précision avec laquelle le suspect avait planifié ses actions démontrait une froideur inhabituelle, et l'inquiétude monta parmi les enquêteurs. Tout semblait calculé, chaque action minutée pour éviter d'être détectée, chaque empreinte soigneusement dissimulée. L'examen des dossiers financiers révéla des transactions suspectes, des anomalies qui, auparavant, auraient été ignorées comme simples erreurs. Mais combinées aux emails et aux observations de sécurité, elles commencèrent à former un schéma. Le suspect connaissait parfaitement le fonctionnement interne de la banque, ses procédures et ses failles. L'enquête devint autant une analyse comptable qu'une traque criminelle. Le premier contact avec le suspect se fit par un interrogatoire discret. Un homme dans la quarantaine, apparemment calme et confiant, déjà connu pour des délits mineurs mais jamais pour des actes de violence graves. Les enquêteurs observaient chaque micro-expression, chaque hésitation, chaque détail révélateur. La tension atteignit son paroxysme lorsque le suspect fut confronté à l'email retrouvé. Son attitude changea imperceptiblement, un frisson dans la voix, un geste nerveux, un regard fuyant. Ces indices non-verbaux valaient parfois plus que des preuves matérielles. La reconstitution des événements permit de comprendre la logique du crime. Le meurtre avait été soigneusement orchestré. Le suspect avait choisi un moment précis, utilisant ses connaissances internes pour neutraliser la victime et effacer toute trace. La technologie et la prévoyance de Claire, qui avait laissé un message avant de disparaître, devinrent le pivot de la découverte, transformant un acte désespéré en une preuve tangible de son courage et de sa lucidité. La découverte des preuves matérielles fut tout aussi frappante. Un enregistrement sur le serveur interne, des traces digitales et ADN,
et la corrélation avec l'email retrouvé créèrent une chaîne ininterrompue de preuves. L'enquête démontra que chaque geste du suspect avait été calculé, mais aussi que sa confiance excessive le rendait vulnérable. Il avait sous-estimé la persévérance des enquêteurs et la capacité de la technologie à révéler des secrets longtemps enfouis. La police reconstruisit minutieusement le parcours du suspect, ses déplacements, ses interactions avec la banque et son accès à des documents confidentiels. Chaque détail renforçait la compréhension de la préméditation et révélait l'ampleur de la froideur nécessaire pour commettre un tel acte. La tension dramatique de l'affaire augmentait à mesure que la vérité se précisait. Le procès transforma l'affaire en un spectacle de révélation et de justice. Les proches de Claire purent enfin écouter la reconstruction complète des événements et comprendre la profondeur du crime. La combinaison du courage de la victime, de la perspicacité des enquêteurs et de la technologie permit de reconstituer un scénario presque cinématographique. L'ombre du crime révélée par la lumière d'un email, un détail numérique oublié devenant l'arme de la vérité. Les témoignages des collègues, des experts en informatique et des enquêteurs contribuèrent à une tension dramatique intense. Chaque mot prononcé au tribunal soulignait le contraste entre la froideur du criminel et le courage silencieux de Claire, créant un récit à la fois terrifiant et fascinant. Le vent glacial de novembre balayait les ruelles étroites de la vieille ville, soulevant des tourbillons de feuilles mortes qui venaient se coincer dans les rainures des pavés humides. L'air portait un mélange de pluie, de poussière et de cendres oubliées, et les lampadaires jetaient une lumière vacillante sur les façades décrépites, donnant l'impression que chaque ombre pouvait receler un secret. C'est dans ce décor qu'Antoine Lefebvre, musicien de 29 ans, disparut sans laisser de traces un soir d'octobre 2006. Sa guitare, toujours posée contre le mur de son studio, attendait patiemment son retour, muette, témoin d'un silence devenu inquiétant. Les amis d'Antoine se souvenaient de sa dernière apparition lors d'un concert intimiste, où sa musique semblait capable de capturer les émotions brutes de son public. Son sourire ce soir-là cachait peut-être déjà une angoisse, un pressentiment que personne n'avait remarqué. Le lendemain, il n'était pas là pour répéter, et les jours suivants, aucun message, aucun appel, aucun signe de vie. Rapidement, l'inquiétude se mua en peur. Une disparition volontaire, un accident, ou quelque chose de plus sinistre. La police ouvrit le dossier, suivant chaque piste avec la minutie d'un horloger. Les enquêteurs commencèrent par interroger les proches. Le frère d'Antoine, qui évoquait une personnalité réservée mais joyeuse, capable de se perdre dans la musique pendant des heures. Ses amis musiciens, qui parlaient d'un perfectionnisme obsessionnel et de rencontres étranges avec des producteurs aux intentions ambiguës. Et les voisins, qui avaient entendu des bruits inhabituels la nuit précédant sa disparition. Chaque témoignage, chaque détail, même le plus anodin, pouvait devenir une pièce du puzzle macabre qui se dessinait. Dans le studio d'Antoine, tout semblait normal. Les partitions étaient éparpillées, un enregistrement restait en cours sur l'ordinateur, et le café refroidi sur la table témoignait d'un départ précipité. Mais c'est dans un coin sombre du grenier, derrière une vieille armoire, qu'un premier indice inattendu apparut. Un coffre ancien, verrouillé et couvert de poussière, comme oublié depuis des décennies. La police, intriguée, força le mécanisme et découvrit un journal intime, reliure usée, pages jaunies, notes griffonnées à l'encre noire. Les premières lignes révèlent une profondeur troublante. Antoine y écrivait ses angoisses, ses rencontres mystérieuses, des noms codés et des lieux où il se sentait observé. Certaines phrases semblaient anodines. Il est là, encore une fois, à l'ombre des lampadaires, où le studio n'est plus sûr. Mais peu à peu, une logique s'installa. Chaque mot, chaque note musicale associée à un sentiment, chaque adresse constituait une carte invisible que seul le journal pouvait révéler. L'ombre de la disparition devenait tangible, palpable. Les experts en écriture, en psychologie et en criminologie furent appelés. L'écriture trahissait une inquiétude croissante, une peur viscérale de quelque chose ou de quelqu'un. Et pourtant, la persistance artistique témoignait d'un courage silencieux. Chaque page déployait une tension dramatique, une atmosphère digne d'un thriller psychologique. Un artiste traqué, des indices laissés volontairement ou involontairement, et une menace invisible prête à frapper. Les enquêteurs comprirent que ce journal ne devait pas seulement être lu, mais déchiffré. Les codes, les notes de musique, les références à des lieux ou des personnes, tout pouvait conduire au dénouement. La police commença à recouper ces informations avec les enregistrements vidéo de la ville, les registres téléphoniques et les transactions financières qui pourraient trahir les mouvements du musicien et, éventuellement, de celui qui voulait le faire disparaître.
Chaque indice récupéré ajoutait une tension supplémentaire, une couche de mystère et de peur, transformant une simple disparition en un labyrinthe complexe, presque cinématographique. Le journal, pourtant fragile, se révéla être le fil conducteur de l'enquête, une voix silencieuse dans le chaos de la ville et du temps. Chaque mot écrit par Antoine devenait une balise, un signal pour les enquêteurs qui, armés de patience et d'intuition, commençaient à voir la silhouette du criminel se dessiner à travers les ombres. La musique du disparu résonnait maintenant dans chaque pièce de l'enquête, chaque note devenait une indication, un indice, et le silence laissé par le musicien n'était plus vide. Il était porteur de vérité. Le journal d'Antoine devint rapidement le centre de l'enquête, mais sa lecture seule ne suffisait pas. Chaque mot, chaque note griffonnée, chaque nom codé, semblait appartenir à un langage secret que seul le musicien pouvait comprendre. Les enquêteurs passèrent des heures à analyser ces entrées, reliant les fragments épars à des événements précis, des lieux réels et des personnes connues. Il y avait dans cette écriture une logique intérieure, presque musicale. Les phrases courtes, les répétitions, les silences volontairement laissés entre les lignes, tous résonnaient comme une symphonie cryptée où chaque mesure contenait un avertissement ou une clé. L'enquête s'élargit rapidement au cercle social d'Antoine. Les collègues musiciens furent interrogés de manière exhaustive. Certains parlaient de concerts annulés à la dernière minute, d'appels anonymes reçus après minuit, de regards insistants dans les couloirs d'immeubles voisins. Les détails étaient subtils, presque imperceptibles, mais la somme de ces observations créait un climat inquiétant. Antoine avait perçu une menace, mais le monde autour de lui semblait indifférent, incapable de la discerner. Même ses amis les plus proches se souvenaient à peine de petits incidents. Un inconnu à l'entrée du studio, des notes laissées sur le piano, des appels interrompus brusquement. Ces petits détails, si anodins en apparence, s'avérèrent essentiels pour comprendre l'étendue de la traque dont il était victime. La ville elle-même semblait participer à cette enquête silencieuse. Les caméras de surveillance du quartier, bien qu'encore rudimentaires en 2006, conservaient des images floues d'ombre, de silhouettes s'arrêtant au coin des rues, de véhicules stationnés pendant des heures sans raison apparente. La police passa au peigne fin ces enregistrements, image par image, à la recherche de mouvements inhabituels, de gestes furtifs ou d'allées et venues, qui, seuls, pouvaient paraître innocents. Les enquêteurs savaient que le criminel, conscient de l'attention policière naissante, aurait essayé de couvrir ses traces, mais que chaque micro-gestuelle laissait derrière elle une trace, une faille, un indice. Les experts en psychologie criminelle furent sollicités. La disparition d'un individu méthodique comme Antoine, un musicien capable de planifier des compositions complexes pendant des semaines, suggérait un adversaire tout aussi méticuleux. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif ou d'un hasard. Le criminel connaissait les habitudes du musicien, savait où il vivait, où il se produisait, et probablement où il cachait ses affaires les plus précieuses. Le journal intime, loin de n'être qu'un carnet de notes personnelles, se transforma en carte stratégique, révélant à la police des indices que le suspect avait inconsciemment laissés derrière lui. Chaque jour de recherche ajoutait de nouveaux fragments. Des traces ADN sur des portes, des empreintes partiellement effacées, des enregistrements vocaux récupérés sur des vieux magnétophones. La combinaison de technologie et d'intuition humaine devint cruciale. Les policiers comprirent que le journal contenait non seulement des informations personnelles, mais aussi une méthode de signalement, un code que seule une lecture attentive et croisée avec les données urbaines pouvait déchiffrer. Les indices numériques et physiques convergèrent vers un même point. Un ancien entrepôt à l'écart du centre-ville où Antoine avait l'habitude de répéter seul tard dans la nuit. La tension monta d'un cran lorsque les enquêteurs découvrirent que des mouvements inhabituels avaient été enregistrés autour de cet entrepôt les semaines précédant la disparition. Des silhouettes observant la fenêtre, des pas précipités se retirant au moindre bruit, et un véhicule qui revenait régulièrement à des heures différentes. Tout laissait penser que le suspect connaissait parfaitement les habitudes du musicien et attendait le moment opportun pour frapper. Les policiers reconstituèrent de l'agenda d'Antoine. Répétitions, rencontres avec d'autres musiciens, déplacements nocturnes, et commencèrent à identifier des périodes de vulnérabilité. C'est dans ce contexte que l'un des inspecteurs remarqua une incohérence dans le récit d'un collègue d'Antoine. Il affirmait ne pas avoir vu le musicien depuis plusieurs jours avant sa disparition, mais ses appels téléphoniques indiquaient le contraire. Cette contradiction, insignifiante en apparence, révéla une première faille dans l'armure du cercle social du disparu.
les enquêteurs commencèrent à comprendre que le criminel pouvait se cacher parmi ceux que le musicien connaissait et en qui il avait confiance, mais qu'un détail, si minime soit-il, pouvait révéler sa véritable identité. Le journal d'Antoine, relu avec ces nouvelles informations, prit une signification encore plus sombre. Des phrases telles que « Je le sens derrière moi dans l'ombre de la ruelle » ou « Je ne peux plus répéter sans être observé » ne semblaient plus être de simples impressions, mais des alertes précises, des signaux codés pour avertir quiconque saurait lire entre les lignes. La police comprit que le musicien, même confronté à la peur, avait consciemment tenté de laisser des indices pour ceux qui pourraient le retrouver. Chaque mot devint alors un instrument de révélation, transformant la peur en outil de justice. En parallèle, la recherche physique dans la ville s'intensifia. Les enquêteurs fouillèrent les parkings abandonnés, les ruelles désertes, les ateliers désaffectés, suivant les traces laissées par le suspect. Chaque déplacement était minutieusement enregistré et recoupé avec les informations du journal. La ville entière semblait devenir un échiquier où chaque pièce pouvait révéler ou dissimuler la vérité. Les tensions psychologiques montèrent, car plus l'enquête progressait, plus le danger semblait proche, palpable, presque respirable. Les premières nuits de surveillance dans les alentours de l'entrepôt révélèrent des comportements étranges, des véhicules stationnés à distance, des individus observant sans intervenir, des signaux codés par des gestes. L'ombre du criminel paraissait partout et nulle part, et la police commençait à percevoir une logique derrière le chaos apparent. Le suspect jouait un jeu de patience et d'anticipation, pensant que le temps jouerait en sa faveur. Mais la persévérance des enquêteurs, combinée à l'ingéniosité du journal d'Antoine, inversa le cours du destin. Petit à petit, la police parvint à établir un profil précis du suspect, méthodique, calme, observateur, mais psychologiquement instable dans ses excès de confiance. Chaque détail oublié, chaque geste imprudent, chaque trace numérique devint une pièce d'un puzzle qui se complétait inexorablement. Le journal, une fois décrypté, montra non seulement le courage du musicien, mais aussi la logique froide et calculée de son agresseur. La vérité, lente et méthodique, émergeait de l'ombre, prête à être confrontée à la lumière de l'investigation. Alors que les jours s'égrenaient, l'atmosphère autour de l'enquête devint de plus en plus électrique, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les policiers, plongés dans l'analyse du journal et la surveillance de l'entrepôt, commencèrent à remarquer des motifs répétitifs, des habitudes du suspect révélées par des détails minuscules mais significatifs. Chaque pas sur les pavés, chaque ombre passant devant une fenêtre, chaque respiration retenue dans le noir contribuait à dresser la silhouette psychologique de celui qui avait voulu effacer Antoine du monde. L'un des enquêteurs remarqua un motif dans les dates inscrites dans le journal. Certaines annotations correspondaient à des jours précis de répétition, mais d'autres semblaient aléatoires, presque cryptiques. En recoupant ces dates avec les images de vidéosurveillance et les déplacements connus du musicien, un schéma commença à émerger. Les jours où Antoine ne se montrait pas en public coïncidaient avec des observations inhabituelles, des silhouettes guettant dans les parcs, des véhicules étrangers rôdant dans les rues. Le criminel ne se contentait pas de disparaître dans l'ombre. Il planifiait, il attendait, il orchestrait le scénario de sa victime avec une précision glaciale. Les enquêteurs mirent en place une surveillance numérique approfondie. Ils analysèrent les comptes de messagerie, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux. Le moindre message, même supprimé, devenait un fil conducteur. Et c'est précisément dans cette masse de données qu'un premier lien concret fut trouvé. Un échange anodin, oublié par le suspect, dans lequel apparaissait une référence à un lieu éloigné de la ville, un ancien bâtiment abandonné sur lequel Antoine avait écrit une note cryptique. La piste était ténue, fragile, mais elle permettait enfin de donner une direction tangible à l'enquête. En parallèle, la lecture psychologique du journal s'intensifiait. Antoine y parlait de sons, de mouvements, de sensations presque imperceptibles. Des phrases comme « je sens le regard derrière le rideau » ou « le silence devient assourdissant » prenaient un sens nouveau. Chaque détail, chaque perception de peur était une carte que le musicien avait dessinée pour guider ceux qui le chercheraient. La lecture du journal ne se limitait pas à l'information brute. Elle nécessitait une immersion dans l'esprit de la victime, une compréhension de sa perception du danger et de sa tentative de communication silencieuse. L'enquête physique se concentra sur l'ancien bâtiment mentionné dans les messages et dans le journal. La police y effectua des fouilles méthodiques
pièce par pièce, étage par étage, notant chaque anomalie, chaque trace de pas, chaque empreinte partielle. L'endroit, à l'abandon depuis des années, recelait des vestiges oubliés, des meubles éventrés, des papiers dispersés, des traces de peinture fraîche et des restes d'objets personnels qui semblaient ne pas avoir été déplacés depuis longtemps. Ces éléments, mêlés aux indications du journal, dessinèrent une scène inquiétante. Antoine n'avait pas simplement disparu, il avait été suivi et enfermé dans un espace où le temps et la lumière n'avaient plus cours. Les enquêteurs découvrirent également des enregistrements sonores, laissés sur de vieux magnétophones dans le bâtiment. Le son grinçant des portes, les craquements des planchers et parfois des murmures indistincts semblaient avoir été enregistrés intentionnellement. Chaque bruit devint une piste, l'intonation des voix, la cadence des pas, la séquence des événements étaient tous analysés pour reconstituer le scénario final. L'angoisse était palpable, presque tangible. Le criminel n'avait pas seulement pris la vie d'Antoine, il avait transformé la peur en un rituel, un message codé que la police devait déchiffrer pour parvenir à la vérité. Une percée survint lorsque les enquêteurs recoupèrent le journal avec les données numériques. Le suspect avait laissé une signature involontaire dans un ancien email, restée dans la mémoire d'un serveur oublié. La récupération de ce message, grâce à des techniques avancées d'extraction, permit d'identifier un schéma de rendez-vous et de déplacement correspondant exactement aux annotations du journal. La précision des dates et des lieux montrait une planification méticuleuse et une connaissance approfondie des habitudes du musicien. La tension monta. Le criminel était méthodique, mais il laissait derrière lui des indices qu'Antoine avait anticipés. Le journal révélait également des aspects plus intimes de la vie d'Antoine, qui permirent à la police de mieux comprendre la personnalité de la victime. La musique qu'il composait n'était pas seulement un art, elle était un refuge, un moyen de communiquer ses émotions et ses craintes. Les mélodies, les accords et les notes choisies reflétaient son état d'esprit, et certaines annotations révélaient qu'il percevait des présences, qu'il sentait la menace approcher même avant qu'elle ne se matérialise. Chaque détail musical, combiné aux signes écrits, constituait un fil d'Ariane que l'enquête devait suivre pour atteindre le dénouement. L'atmosphère autour de l'ancien bâtiment devint étouffante. La police, consciente que chaque minute comptait, multiplia les rotations de surveillance, installa des caméras et analysa chaque mouvement suspect. Les passants, habitués au silence de l'endroit, commencèrent à remarquer des allées et venues inhabituelles. Même les chats errants semblaient éviter certaines zones, comme si l'instinct animal percevait une énergie différente, un danger que l'œil humain pouvait à peine discerner. Au fur et à mesure, la trame de l'enquête prenait forme. Antoine n'avait pas été la victime d'un acte aléatoire, il avait été ciblé, traqué et enfermé dans un scénario où le temps, la peur et l'espace se confondaient. Les indices laissés derrière lui, soigneusement consignés dans le journal, étaient la clé pour briser le voile du mystère. La police comprit que seule une lecture attentive, une immersion dans la logique du musicien et une compréhension de la psychologie du suspect permettraient de retrouver la trace d'Antoine et de comprendre l'étendue du crime. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un indice inattendu fut découvert. Une note pliée, cachée dans la doublure d'un vieux manteau trouvé dans le bâtiment, mentionnant un nom et une adresse. Cette adresse correspondait à une maison délabrée, à la périphérie de la ville, un endroit que personne n'aurait soupçonné, mais qui, d'après les annotations du journal, représentait un point clé dans la trajectoire du musicien. La police sut alors que l'étape suivante de l'enquête se jouerait là, et que la confrontation avec la réalité du crime approchait, inexorable et implacable. La découverte de cette adresse changea immédiatement la donne. La maison délabrée, isolée à la lisière de la ville, semblait presque invisible depuis la route principale, enveloppée dans un halo de brouillard et de branches mortes qui craquaient au moindre vent. En s'approchant, les enquêteurs remarquèrent des signes subtils de vie récente. Un sentier à peine marqué dans la terre, des traces de pas qui ne semblaient pas anciennes, et des objets disposés avec soin comme pour signaler quelque chose à ceux qui sauraient regarder. Chaque détail confirmait que le suspect connaissait parfaitement le terrain, qu'il avait anticipé la surveillance et qu'il avait peut-être même prévu que la police finirait par découvrir cet endroit. À l'intérieur, l'atmosphère était oppressante. Les planchers grinçaient sous les pas, les murs étaient recouverts de papier peint déchiré et l'air sentait le renfermer, un mélange de poussière, de moisissures et de parfums anciens qui semblaient suspendus dans le temps. Les enquêteurs fouillèrent méthodiquement chaque pièce,
armés de lampes et d'appareils d'enregistrement. Des signes de vie y étaient pourtant visibles. Un carnet de notes, des vêtements pliés avec soin et, dans un coin sombre, une vieille malle verrouillée. Le cœur des policiers se serra. Le journal intime d'Antoine n'avait peut-être pas encore révélé tous ses secrets. La malle fut ouverte avec précaution. À l'intérieur, des objets personnels du musicien furent découverts. Sa guitare, quelques partitions annotées à la main et surtout, un carnet encore plus petit, dissimulé sous des vêtements. Ce carnet contenait des observations précises, presque obsessionnelles, des horaires, des déplacements, des descriptions minutieuses du comportement de personnes croisées dans la ville et des phrases énigmatiques comme « Il regarde toujours derrière moi » ou « Chaque note me rapproche de lui ». Le lien entre le journal principal et ce carnet secondaire devint rapidement évident. Antoine avait tenté de créer un double système de communication, laissant derrière lui une carte de son enfer pour ceux qui sauraient la déchiffrer. Les enquêteurs commencèrent à reconstruire la chronologie précise des derniers jours d'Antoine. Les annotations dans le carnet mentionnaient des rencontres dans des lieux isolés, des appels téléphoniques à des heures inhabituelles, et une peur grandissante d'un individu dont le profil restait flou. Chaque détail fut recoupé avec les caméras de surveillance, les relevés téléphoniques et les témoignages des voisins. La tension monta. L'impression que le suspect avait été partout et nulle part à la fois se confirmait. Mais les indices commençaient enfin à converger vers un point précis. Une fouille plus approfondie permit de découvrir un système de cachette à l'intérieur de la maison. Derrière une fausse cloison, les policiers trouvèrent un petit espace suffisant pour une personne. Un refuge que le suspect avait utilisé pour surveiller ou piéger Antoine. Les murs étaient recouverts de notes griffonnées à la hâte, de plans et même de photographies partiellement déchirées. Chaque élément révélait un esprit méthodique mais torturé, quelqu'un qui jouait avec ses victimes en anticipant leurs réactions et en créant un labyrinthe psychologique dans lequel elles pouvaient se perdre. Parallèlement, l'analyse du carnet permit d'identifier un nom récurrent, un certain Marc D, qui apparaissait dans plusieurs annotations comme une présence inquiétante et persistante. Les enquêteurs se plongèrent dans les archives et les bases de données pour retrouver cette personne et découvrir rapidement un passé chargé de délits mineurs mais révélateur d'une propension à la manipulation et à la violence. Chaque détail confirmait que le suspect connaissait Antoine, ses habitudes et qu'il avait planifié sa disparition avec une précision presque clinique. Le journal et le carnet révélèrent aussi des détails sur la psychologie du musicien et sa capacité à anticiper les intentions du criminel. Antoine ne s'était pas seulement contenté de noter les faits, il avait observé, analysé et laissé des indices pour quiconque saurait interpréter sa logique. Ses phrases codées, ses notes musicales, ses observations minutieuses constituaient une véritable carte du danger, transformant la peur en un outil pour guider l'enquête. La police comprit que seule une lecture attentive et une interprétation rigoureuse de ces indices permettraient d'atteindre la vérité. Dans la nuit qui suivit, une surveillance discrète fut mise en place autour de la maison délabrée. Chaque bruit, chaque mouvement suspect était enregistré et analysé. Les enquêteurs avaient désormais une hypothèse solide. Le suspect, conscient de l'avancée de l'enquête, pourrait revenir sur les lieux pour vérifier ses plans ou détruire des preuves. La tension était palpable, chaque minute semblait suspendue, chaque ombre prenait un relief inquiétant. C'est alors qu'une découverte inattendue changea encore le cours de l'enquête. Sous un plancher partiellement démonté, les policiers y trouvèrent un petit coffre métallique. À l'intérieur, des documents administratifs, des lettres et surtout un journal vidéo, enregistré par Antoine lui-même, dans lequel il expliquait, à voix basse et tremblante, ses rencontres, ses craintes et les événements qu'il avait menés jusqu'à ce moment. La caméra, soigneusement cachée, avait été posée dans le but que quelqu'un découvre la vérité après sa disparition. Chaque mot, chaque geste, chaque regard était un message codé, une tentative de guider ceux qui le chercheraient. Le visionnage du journal vidéo révéla l'ampleur de la terreur qu'Antoine avait vécue. La peur, la solitude et la lucidité de la situation se mêlaient dans un flot d'émotions brutes et poignantes. Le musicien avait anticipé la violence de son agresseur, la planification minutieuse de ses déplacements, et avait laissé derrière lui les indices nécessaires pour que la justice puisse enfin agir. La police comprit que le journal vidéo, couplé au journal écrit et au carnet secondaire, constituait la clé ultime pour résoudre l'affaire et révéler là la découverte du journal vidéo provoqua une onde de choc parmi les enquêteurs.
Chaque mot d'Antoine semblait résonner dans le silence pesant de la maison délabrée, et il devint clair que la prochaine étape serait décisive. La combinaison du journal écrit, du carnet et de la vidéo offrait enfin une cartographie complète de l'itinéraire du suspect et de ses intentions. La tension était à son comble. Chaque seconde perdue pouvait permettre au criminel de disparaître à nouveau dans l'ombre. Les enquêteurs décidèrent de procéder à une surveillance rapprochée de l'adresse indiquée par les indices contenus dans le journal vidéo. Les alentours étaient vides, seulement ponctués par le souffle du vent et le crissement des feuilles mortes. Pourtant, chaque coin, chaque fenêtre, chaque recoin pouvait cacher une menace. Les policiers savaient que le suspect connaissait parfaitement la zone et qu'il pourrait surgir à tout moment. La peur était palpable, mais la détermination surpassait l'appréhension. La vérité devait éclater, coûte que coûte. Les premières analyses de la vidéo permirent d'identifier certains objets qui semblaient anodins, mais qui se révélèrent essentiels. Un morceau de tissu coincé sous un meuble, une trace de poussière différente sur le sol, un symbole tracé à la craie sur un mur dissimulé. Chaque détail était scruté à la loupe. Les enquêteurs comprirent que le criminel avait laissé derrière lui une signature involontaire, un fil conducteur qui, interprété correctement, mènerait directement à lui. La lecture minutieuse du journal et du carnet révéla également un motif de déplacement particulier. Certaines heures de la journée étaient plus propices à ses actions, comme s'il suivait un rythme invisible que seul Antoine avait perçu. Parallèlement, la police commença à recouper les informations sur Marc D, le nom récurrent dans les notes du carnet. Son passé criminel, ses habitudes et ses relations anciennes furent étudiées. Les enquêteurs découvrirent que Marc D avait déjà été impliqué dans des affaires de harcèlement et de menaces, mais que sa nature méthodique lui avait permis d'échapper à la justice. La combinaison des éléments psychologiques et matériels renforça l'idée que ce suspect était derrière la disparition d'Antoine. Tout concordait, les dates, les lieux, les motifs et surtout les signes laissés par la victime elle-même. La police décida alors de procéder à une perquisition ciblée. Le cœur battant, les enquêteurs pénétrèrent dans une résidence associée à Marc D, un appartement sombre et peu accueillant, aux murs tapissés de souvenirs inquiétants. Des photographies anciennes, des notes griffonnées, des objets personnels et des cartes géographiques recouvraient les surfaces. Chaque élément témoignait d'un esprit obsédé, calculateur, qui avait surveillé Antoine avec une précision presque clinique. Les enquêteurs notèrent que la maison reflétait la psychologie du suspect. Ordre et chaos coexistaient dans une symétrie inquiétante. C'est alors qu'une découverte majeure fut faite. Dans un tiroir dissimulé derrière une fausse cloison, les policiers trouvèrent une boîte contenant des lettres et un objet inattendu. Un appareil de stockage contenant des fichiers cryptés. Le déchiffrement révéla des vidéos et des documents détaillant les mouvements du musicien, les rencontres forcées et les lieux où il avait été retenu. Chaque image renforçait l'horreur de la situation. Antoine avait été traqué, enfermé et observé comme une proie par son agresseur. Mais ces preuves contenaient également la clé pour comprendre la logique du suspect et ses intentions finales. Les vidéos montraient un aspect que ni le journal ni le carnet n'avaient explicitement révélé. La cruauté méthodique du criminel et sa volonté de manipuler la perception du temps et de l'espace. Antoine était non seulement prisonnier, mais aussi partie intégrante d'un scénario que le suspect avait orchestré avec minutie. Chaque pièce visitée, chaque déplacement enregistré, chaque note laissée était un élément d'un puzzle complexe que les enquêteurs devaient reconstituer avec une précision extrême. Dans les jours qui suivirent, les indices cumulés permirent d'identifier un lieu précis, un ancien hangar industriel à la périphérie de la ville, abandonné depuis plusieurs années. Le journal vidéo et le carnet avaient fourni des indications sur les horaires, les repères visuels et les signes sonores qui permettraient à la police de localiser Antoine. L'angoisse monta d'un cran. Le temps pressait et chaque moment rapprochait la confrontation inévitable avec le suspect. La préparation de l'assaut fut minutieuse. Les enquêteurs établirent un plan précis, analysant chaque angle, chaque issue de secours et anticipant chaque réaction possible du criminel. L'expérience et l'intuition de l'équipe étaient mises à rude épreuve. Un faux pas aurait pu compromettre la libération de la victime. Les indices laissés par Antoine dans son journal vidéo servaient désormais de guide vivant, transformant la peur en instrument de sauvetage. Finalement, le moment décisif arriva. La police encercla le hangar, silencieuse, chaque mouvement calculé, chaque respiration contrôlée.
À l'intérieur, les vidéos montraient un Antoine conscient mais épuisé, attendant, espérant que quelqu'un viendrait le chercher. L'atmosphère était saturée de tension, un mélange de peur et de détermination, de silence et de bruit imminent. Chaque seconde semblait durer une éternité. Lorsque l'équipe pénétra dans le hangar, le choc fut immédiat. Antoine, affaibli mais vivant, fut trouvé exactement là où les notes du journal et les indications vidéo l'avaient prédit. Les policiers ressentirent alors une double émotion, soulagement et effroi. La cruauté de l'agresseur avait été totale, mais la perspicacité du musicien, sa capacité à communiquer à travers le journal et la vidéo avait permis de retrouver la vérité et de sauver une vie. Vérité terrifiante cachée derrière la disparition.